Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours sur le price action. Aujourd'hui, comme son nom l'indique, on va voir le concept du price action et on va essayer de faire le tour ensemble pour que vous puissiez vraiment comprendre ce que c'est. Donc voilà, ça sera l'objectif du cours, c'est de vous fournir des bases de price action pour que vous puissiez derrière les appliquer dans votre trading. Donc on va déjà comprendre le price action. Qu'est-ce que c'est, tout simplement? Donc c'est juste l'action des prix, hein, voilà. Donc c'est un concept qui est important et qui est surtout très efficace. C'est un sujet qui est vraiment abordé fréquemment, que ce soit sur YouTube ou sur d'autres formations. Et la vérité, c'est que c'est très efficace et que c'est simple. Donc forcément, ça marche. Et donc à mesure en fait que vous allez comprendre, on va dire, l'action des prix, bah, vous serez en mesure d'identifier comment les gens ils vont agir sur le marché. Donc forcément, c'est important puisque c'est ce qui fait bouger le prix. Et ça en fait un outil vraiment précieux à avoir dans sa boîte à outils, si je puis dire. Donc c'est très important, c'est un concept majeur et qui va vous aider à prendre des positions sur le marché. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le prix, c'est une fractale. C'est-à-dire que, voilà, là, si on regarde ce graphique que je vous montre, bah, on peut pas savoir directement quel time frame allait être utilisé. Et en fait, c'est quand même très intéressant parce que c'est un graphique 5 minutes en fait. Donc en fait, c'est un graphique 5 minutes, mais de base, on peut pas le savoir. J'aurais pu vous dire que c'est un graphique weekly, ça aurait été la même chose. C'est juste que, vu que le prix, il se répète et que les patterns que vous observez sur un graphique 5 minutes, ils se produisent également sur des graphiques hebdomadaires, par exemple, ou même horaires, euh, bah, ça vous offre la flexibilité de trader sur n'importe quel intervalle de temps. Donc peu importe le pattern que vous voulez. Il faut juste comprendre les subtilités de chaque time frame en termes de granularité et les facteurs qui influencent les mouvements du prix. Donc en fin de compte, le prix, il se répète, et c'est ce qui vous permet de trader sur n'importe quel time frame, que ce soit un graphique 5 minutes ou un graphique hebdomadaire par exemple. Donc là, on va aller sur un exemple. On est sur un graphique H4, donc 4 heures pour vous resituer. Donc quand on regarde le graphique, on peut constater que on a le marché qui a formé un pattern juste au niveau du support et que ça a été cassé à la baisse. Donc le support, vous le voyez, il est ici, sur la ligne noire que j'ai entouré. Donc ouais, exactement ce que j'ai déjà dessiné, hein. On a le prix qui est descendu à ce niveau-là, et ici on est remonté. Donc là, c'est un pattern très classique en trading, on l'avait abordé dans les bases fondamentales. On est sur un double bottom avec le premier ici et le deuxième ici. Donc là, vous vous dites, ok, c'est un pattern, le support a cassé, ça s'est fait tester, et ensuite on s'est éloigné. Très bien. Maintenant, on va voir, ici c'est un graphique 30 minutes. Donc là, si vous vous concentrez un peu sur la zone bleue, que j'ai mise en évidence, vous pouvez remarquer que c'est le même schéma qui se produit à la fois en H4 et à la fois en 5 minutes. Donc ici, on break le support, ici. Ici, on revient tester et on repart. Donc là, c'est exactement la même chose. Juste le marché, il a atteint le niveau de support, voilà, il casse à la baisse, il le récupère, il le teste à nouveau et il repart à l'os à partir d'ici, là. Ici. Donc on peut également observer donc la différence. La seule différence qu'il y a, c'est la profondeur de la cassure. Donc là, le marché, il est descendu en dessous du niveau sur le graphique de 30 minutes par rapport au graphique H4. En fait, c'est juste dû à la liquidité qui est disponible à ces niveaux. Et sur les intervalles de temps plus courts, il est plus probable de constater des dépassements plus importants des niveaux par rapport aux intervalles de temps plus longs. Donc ici, je vous le remets. Voilà, ici on a juste la H4. Et en fait, le coin bleu ici que j'avais entré sur la H4, c'est le coin 30 minutes qu'on voit ici. Donc là, vous vous rendez compte que le support, on a l'impression qu'il est cassé de la même manière que sur du H4, mais en fait, c'est beaucoup moins profond, si vous regardez bien, que sur du 30 minutes. Voilà. Donc là, vous avez les deux à côté pour vous rendre un peu plus compte. Donc on a vraiment un prix ici qui break assez fort et qui réintègre brusquement, comparé aux 30 minutes où ça se fait beaucoup plus en douceur. Donc maintenant, on va parler un peu des time frames.
qu'effectivement en trading il y a plusieurs time frames, hein, ça vous n'êtes pas ignorant sur le sujet. Donc on va commencer avec les lower time frames. Donc la lower time frame, comme je vous l'ai dit juste avant, elle possède plus de données et du coup il y a plus de granularité. Donc vous avez davantage de points clés que vous pouvez utiliser. Et ça signifie que les patterns et les situations que vous rencontrez sur le marché vont se répéter plus fréquemment sur des intervalles plus courts par rapport aux intervalles plus longs. Donc par exemple, on va voir ça ensemble. On verra ça après plutôt. Sur, euh, sur une situation, euh, donc sur celle-ci, par exemple, on revient un peu en arrière. Euh, voilà, c'est une situation où on break les supports et on le récupère. Ça peut se présenter, hein, une opportunité comme ça. Donc là, ça peut se produire genre une fois sur du H4 dans la journée ou même dans la semaine. Ouais, plutôt dans la semaine. Euh, Même par mois. Hein. Là, je vous dis ça par semaine, mais c'est au hasard. Ça peut être aussi une fois par mois. Alors sur un graphique 30 minutes, ça peut se produire plusieurs fois par semaine, sans problème. Donc ça, c'est l'essentiel qu'il faut retenir. C'est que les lower time frames vous apportent plus de granularité, plus d'opportunités, et chaque tendance majeure, évidemment, commence sur une lower time frame. Parce que ça vient d'une fractale. Donc c'est important parce que si le marché il a atteint un niveau hebdomadaire clé, où la tendance sur plusieurs semaines elle est établie, vous allez voir des signes sur les intervalles plus courts. Donc par exemple, si on change une tendance weekly, que vous tradez en weekly, que vous abordez un point clé au weekly, je pense qu'il est nécessaire de regarder ce qui se passe sur la lower time frame pour voir si on commence à entamer un retournement de tendance. Comme ça, vous pourrez un peu anticiper et pas rentrer sur le tard. Donc en fait, les intervalles de temps qui sont plus courts, même si vous ne les tradez pas, ils peuvent être utiles pour invalider ou valider des trades de tendance sur les intervalles plus longs. Donc par exemple, vous vous attendriez à un établissement d'une nouvelle tendance, mais sur un intervalle plus court, vous obtiendrez simplement des signaux indiquant que cela est peu probable, et du coup vous allez annuler le trade. Ou l'inverse, hein, évidemment, si d'un coup vous voyez que sur les lower time frame, vous avez les bons signaux, c'est peut-être le moment de prendre votre trade. Maintenant, les higher time frame. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est différent des lower time frame. Lorsqu'on observe une higher time frame dans son trading, l'action des prix, elle n'est pas aussi significative en tant que point de référence que sur des intervalles de temps plus courts. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les mouvements de marché, ils vont être davantage influencés par des facteurs fondamentaux à long terme. Donc par exemple, lorsque le marché atteint un niveau de support mensuel ou hebdomadaire, ça peut établir une nouvelle tendance qui dure plusieurs mois. Non seulement parce qu'il a atteint ce niveau-là, hein, mais parce que quelque chose de fondamental a changé dans ce marché. Donc même si ces changements se produisent souvent à des niveaux techniques clés, le mouvement lui-même n'est pas uniquement motivé par le fait qu'on a atteint un niveau de support ou résistance. Alors forcément, ça va inciter les gens à regarder puisqu'on arrive à un niveau clé et à agir, mais c'est pas parce qu'on est sur ce niveau-là que ça va réagir. Donc en fait, il est vraiment crucial de comprendre que il y a beaucoup de traders qui négligent les événements fondamentaux sur le marché, à grande échelle, hein, et sur du long terme, on va dire. Mais en fait, les marchés se déplacent toujours en fonction de ça, en fonction des news. Donc ces événements ils se produisent simplement à des niveaux techniques, où il y a de nombreux traders qui sont attentifs, voilà. Ça crée du coup un impact significatif sur les activités de trading. Donc pour résumer sur les lower time frame, donc l'objectif d'un trader qui est polyvalent, c'est d'effectuer à la fois ces analyses sur des intervalles de temps courts et longs, afin de saisir les opportunités de trading. Après ça, c'est vous qui voyez votre style de trading, est-ce que vous avez du temps à passer, ou au contraire, est-ce que vous n'avez pas trop de temps et vous préférez faire du swing trading par exemple. Bah, ça ne vous empêche pas, lorsque vous allez prendre votre trade, de vouloir regarder les lower time frame pour confirmer. Donc vous devez être en mesure d'identifier lorsque les marchés évidemment approchent de niveaux clés, ce qui peut conduire à des tendances significatives. Et c'est vraiment là les deux compétences qui sont essentielles pour un trader, pour un trader. Donc en soi, la time frame, elle, voilà, elle est pas importante. C'est très personnel. Vous pouvez choisir du H4, du 30 minutes ou même un graphique 3h25 si vous voulez. Enfin, peu importe, ça c'est vraiment pas important. Tout ce qui est inférieur, on va dire, à la time frame daily, ça relève entièrement de votre préférence personnelle. Au-delà, que ce soit daily, weekly ou monthly, c'est trop regardé par les traders pour être ignoré. Donc la plupart des gens, ils utilisent voilà
des intervalles de temps qui sont prédéfinis sur les plateformes de trading. Mais le graphique, vraiment, il est pas significatif. Il y a beaucoup de stratégies simples de price action qui sont basées sur l'endroit où le marché va clôturer, sur la bougie qui va clôturer, par exemple. Donc, si vous tradez sur du H1 et que vous regardez la bougie qui va clôturer, si elle clôture en dessous d'un niveau particulier, bah, c'est un trade à la baisse. Ou si elle clôture au-dessus, bah, c'est un trade à la hausse. Mais ça, c'est vraiment une très mauvaise idée. Euh, Parce que, en fait, ça dépend pas du tout de où est, enfin, quand vous allez, le marché ne dépend pas d'où est-ce que les bougies vont se clôturer. Ça dépend juste du volume global et de la participation qu'on a sur le marché, plutôt que d'aller à un certain endroit, à un cycle de temps prédéterminé. Donc, pour ma part, j'utilise des time frames différents. Moi, j'utilise allez, vu que je suis scalper, j'utilise du 5 minutes. Et sinon, j'utilise que du graphique antique. Donc antique, c'est pas en temps, c'est plutôt en nombre de trades. Donc ça c'est très intéressant, je trouve. Donc vraiment, ce qui est essentiel, c'est ce qui se passe réellement sur le marché et juste pas la bougie qui va clôturer. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qu'un mouvement de prix efficient versus un mouvement de prix inefficient. Bon, vous allez voir, c'est très simple derrière ces mots-là. Donc c'est juste que les marchés, ils font deux choses. Soit, on va dire qu'ils sont dans une tendance, soit dans un range. Donc soit efficient, soit inefficient. Un marché efficient, comme je vous l'ai montré ici, euh, c'est un marché où le prix, enfin on va dire que le marché trouve acheteur, vendeur, il s'effectue dans un range, puisqu'il y a du business à faire. Donc là c'est un marché où tout le monde est content, il y a de la liquidité. Un marché devient inefficient au moment où il n'y a plus de liquidité et on crée un gros crash ou une grosse hausse. Donc c'est en fait il faut voir le marché comme juste une enchère à deux voies où il y a des acheteurs et des vendeurs. Et ils conviennent d'un prix. Ce qui fait que le marché va évoluer à la hausse ou à la baisse. Et lorsqu'il y a de nouvelles informations qui deviennent disponibles sur le marché, le marché devient plus inefficient, ça crée des gaps de liquidité, et ça entraîne des mouvements de prix complètement non naturels, non organiques. Donc ensuite, le marché il a tendance ici voilà, à taper une pause. Donc là, on va évoluer dans un range, il devient efficient, euh, puis encore une fois, encore une news qui tombe ou quelque chose qui fait qu'il n'y a plus de liquidité et le marché, hop, se casse la tête. Donc ça, c'est un pattern qui se répète encore et encore sur le marché tout le temps, hein. Donc si vous l'avez pas encore compris, les marchés au mouvement inefficient sont des opportunités où on va acheter ou vendre. On va se positionner sur un marché inefficient plutôt que sur un marché efficient. Parce qu'on ne veut pas initier des trades dans des zones de range où on va rester bloqué pendant un temps indéfini. Alors évidemment, on peut trader le range. Ça, c'est un trading qui marche très bien et que je fais aussi. Mais si vous cherchez des gros mouvements et à rider une tendance, c'est pas du tout l'objectif. Donc là, sur le graphique que je vous montre ici, donc là, on va aller un peu plus loin quand même. On peut observer qu'il y a plusieurs dynamiques. On va juste utiliser un petit indicateur c'est un indicateur de volume, d'accord? Ça nous montre le volume qu'il y a sur le marché. Donc on va avoir un mouvement efficient à la base ici. Alors, je vais juste vous l'entourer, comme ça vous le voyez bien. Hop, en bleu. Voilà, ici on a un marché efficient. Alors juste, là je vous ai fait un petit gros pâté. Voilà. Ici on a un marché efficient. Donc on évolue dans un range. Alors même si c'est un marché qui est un peu baissier, on est quand même dans un range et c'est plutôt calme. Euh, Ensuite, on commence à avoir une inefficience juste à la hausse. Donc avec beaucoup, en fait, cette inefficience-là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a également beaucoup de volume qui est injecté à ce moment-là. Bon oui, mais mes flèches sont pas très sont pas très droites, mais bon, vous avez compris l'idée. Donc il y a beaucoup d'achats qui se produisent dans un range à la base. Mais le marché, il parvient pas à maintenir le momentum. Donc en fait, on a beaucoup d'acheteurs qui rentrent, le prix pump, mais finalement, on ne dépasse pas ce range. On n'arrive pas non plus, regardez, on a les deux mèches ici, là, c'est un gros rejet au niveau des vendeurs. On n'arrive pas à monter, la suite logique, un gros crash.
Ça, c'est classique, vous allez le retrouver souvent. Donc c'est pour ça qu'il faut surveiller les volumes et qui fait quoi et ce qui se passe vraiment en fait. Parce que ça peut surtout vous donner des indices sur les mouvements qui vont se produire. Il faut regarder ce qui se passe sur le marché, mais il faut aussi regarder ce qui ne se passe pas. C'est-à-dire qu'ici on a eu beaucoup de volume acheteurs et très peu de réactions. Donc beaucoup d'efforts, peu de résultats. Bah, c'est le résultat inverse qui se passe, c'est les vendeurs qui ont gagné, entre guillemets, hein. Et derrière, bah, c'est le prix qui baisse. On réatteint derrière euh, une zone ici d'efficience. Pareil, ici on passe en inefficient avec beaucoup d'acheteurs. Donc là, on a carrément un gros volume, avec des acheteurs qui reprennent la main directement ici, au niveau de ce pic. Donc forcément, derrière, on repart. On peut voir qu'ici, les acheteurs ont gagné, ont gagné. On a eu un petit rejet une fois qu'on est passé au-dessus de ce range. Finalement, on a consolidé, on est parti à la hausse. Donc cette fois, c'était confirmé. Donc là, je vais vous montrer le même graphique, mais zoomé. Donc c'est la même chose, hein, mais c'est juste zoomé. Donc ici, on peut voir qu'il y a des couleurs de bougies. Donc comme j'ai mentionné juste avant, il y a une forte augmentation du volume. Alors ici, les bougies colorées, c'est juste en rouge des volumes de vente et en bleu des volumes d'achat. Donc les acheteurs, ils n'ont pas réussi à maintenir le prix. Il y a eu un mouvement inefficient à la hausse. Et ensuite, ça a été suivi d'une vente rapide. Donc on peut voir qu'ici, il y a pratiquement à chaque fois que des volumes importants qui sont détectés. Et le marché facture à chaque fois un mouvement en conséquence. Donc par exemple, ici, alors, je suis un peu trop gros. Ici, on a un mouvement à la baisse sur des gros volumes baissiers. Même si on a eu une tentative ici, là, vous voyez, en bleu, d'acheteurs qui ont tenté de maintenir le coup. Pareil ici, il y a des acheteurs qui sont rebellés, du coup ça nous a fait une belle mèche. Encore une fois ici, hein, gros volume acheteur, le prix qui monte. Gros volume vendeur, le prix qui descend. Dans tout cas, c'est aussi simple que ça. S'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, le prix va baisser. S'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, le prix va monter. Il n'y a rien d'autre à savoir. Donc maintenant, ce qui est important aussi, c'est comment est-ce que le marché va approcher des niveaux clés. Parce qu'il y a plusieurs manières que ça peut se faire. Donc il y a une agression soudaine ou une progression lente. Donc soit on a un premier cas, voilà, le marché va se consolider en dessous de niveau, et puis avec un mouvement d'un coup inefficient, quand on est tout à l'heure, hop, il va atteindre le niveau de manière violente. Soit on a une progression lente vers le niveau, on l'approche doucement, mais on reste toujours dans une efficience. Donc pour vous, je vais vous laisser 20 secondes pour réfléchir. Quelle est pour vous la meilleure manière d'aborder un niveau Alors il n'y a pas de meilleure manière, hein, mais pour un trader, quelle est la meilleure opportunité pour ensuite trader ce niveau? Donc je vous laisse 10 secondes là pour réfléchir rapidement. Vous faites une idée dans votre tête. Ok. Et en fait, c'est beaucoup plus préférable d'avoir la première option, l'agression soudaine en fait. Parce que c'est là où les marchés sont minces et ça approche rapidement de niveau. Et en fait, il y a de nombreux retail qui vont tenter de participer à un breakout. Donc les gens qui sont pas avertis, ils vont voir ce qui se passe. Il y a une grosse pump. Ils vont vouloir en être. Donc ils vont acheter là, 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 là. Et ils vont jouer ici le breakout du niveau pour essayer d'avoir un prix qui monte encore. Et ça, dans la réalité, ça marche pas vraiment. Ça marche plutôt justement quand on approche un prix comme ça. Quand on approche un prix de manière lente, bah, tout le monde a eu l'information qu'on approche de ce niveau. Tous les gens se sont positionnés, que ce soit à l'achat ou à la vente. Et en général, juste on continue à rider le niveau comme ça, et puis on le dépasse et on s'en va. Donc là, pour avoir un trade reversal, on va juste vendre ici et jouer la descente jusqu'à ce niveau minimum. Donc pour un scalp, c'est très bien. Pour un trade intraday ou même weekly, c'est parfait également. Parce que vu qu'il y a tout le monde qui se précipite pour acheter, qui est en train de FOMO, euh, bah, les gens vont plutôt si chercher de la liquidité. Et s'il y aura beaucoup d'acheteurs, d'ordres d'achat, et finalement tous les vendeurs vont pouvoir se faire fill. Enfin, se faire exécuter plutôt, pardon. Donc maintenant, on va passer juste aux environnements de marché. Et les premiers éléments qui sont à prendre en compte, c'est que voilà, comme je vous l'ai dit, il y a deux environnements de marché principaux, le range ou les tendances. Alors, vous allez avoir de tout. On va vous parler que
Les ranges, ça peut être des accumulations, des distributions, ou alors des zones de balance ou d'imbalance. Bon, faut juste savoir que les marchés, c'est soit dans un range, soit en tendance, et c'est tout. C'est pareil. Donc vous allez voir que c'est des choses qui sont faciles à identifier, mais c'est quand même crucial. Et en fait, ce qui est un peu piégeux, c'est que généralement, c'est pas aussi simple que ce qui est décrit dans les cours et dans les exemples qui sont parfaits. Donc il faut comprendre que l'identification d'un moment de marché, euh, pour gérer vos attentes vis-à-vis de vos trades, c'est très important. Si vous exécutez des trades dans un range et que vous attendez à ce que le prix atteigne des objectifs éloignés, bah vous allez sûrement vous brûler les doigts parce que le moment où ça va s'inverser dans le range, vous allez vraiment perdre. Et au contraire, hein, si vous tentez un trade dans une forte tendance et que vous voulez seulement un petit mouvement, vous voulez jouer un range, bah c'est pas du tout adapté. Donc c'est important de se concentrer sur des setups qui sont précis. Et il faut prendre évidemment la plus haute time frame en référence parmi votre référentiel à vous, hein. Si votre plus haut time frame c'est du H1, n'allez pas regarder du daily, hein, sur vos setups. Il faut vraiment regarder voilà, votre H1 en premier, vous savez la tendance générale, et ensuite vous pouvez affiner sur des plus petits time frames. Donc c'est pas vraiment un concept compliqué à prendre en compte, à comprendre l'environnement de marché. C'est facile d'identifier que ce soit un range ou une tendance. Par contre, il faut noter que les marchés peuvent être dans un range à un certain laps de temps et en tendance juste après. Ça s'alterne à chaque fois. Donc, c'est vraiment important soit de traiter que des ranges, soit que des tendances, ou en tout cas différencier ces deux types de marchés et ces trades-là. Donc là, on va prendre un petit exemple sur un graphique 30 minutes. Donc on peut voir que le marché, donc il a baissé, on a formé des bougies, des failure candle ici par exemple. Donc ça c'est un pattern classique. On a des acheteurs qui sont rentrés euh, à ce niveau-là. Le prix est monté, les vendeurs ont la main, ils ont directement rejeté le prix. Donc le prix a commencé à baisser. Donc le trade, ça peut être une évidence hein, sur ce graphique 30 minutes. Donc vous pourrez simplement prendre la position en short et se dire que derrière, bah, le prix, hop là, il va descendre et nous on est tranquille. Alors c'est pas si simple que ça. Et évidemment, si je vous montre, c'est que maintenant on va passer, voilà, sur du H4. Donc là, ce que je vous ai montré, c'était en 30 minutes. Et là, on prend juste la time frame au-dessus. Donc on était là-dedans. Et en fait, on est sur un support. Un support qui est là. Et ce support ici, il va faire son affaire, son office. Donc ce niveau de support, du coup, il est beaucoup plus significatif que pour notre tendance à la hausse que pour notre petite bougie d'échec. Donc même si on n'est pas dans une tendance baissière, bah, on n'arrive pas à clôturer de manière significative en dessous du niveau de support. Donc le trade, en fait, pour résumer, hein, le trade, il consistait à plutôt jouer le support là-dessus. Donc c'était plutôt une fade de la tendance à la hausse. Et donc ça, en fait, l'exemple, il illustre vraiment comment la time frame supérieure, elle va être pertinente par rapport à la time frame inférieure. Donc c'est surtout ça qui va motiver vos décisions en trading. Parce que trop se focaliser sur les environnements de marché, ça peut être en réalité préjudiciable pour votre trading. Parce que vous allez risquer de vous coincer dans un seul biais, dans un seul cadre temporel. Et ça va vous faire perdre de vue le setup en lui-même. Donc là, vous seriez vraiment fait bah, à arracher. Hein. Si vous prenez le short, allez, ici, et que vous voulez vraiment un breakout, à la limite, si vous le prenez juste dans cet intervalle de temps-là, c'est ok. Mais si vous attendez vraiment quelque chose de beaucoup plus violent, derrière, là, vous vous faites fracasser. Donc c'est pas ce qu'on cherche, évidemment. Maintenant, on va parler un peu de market structure. Qu'est-ce que c'est le market structure? Là, c'est très important. Et vous en avez sûrement entendu parler, évidemment. Donc c'est juste que le marché se comporte pas toujours de manière enseignée par la pensée traditionnelle. Donc bon évidemment dans les manuels vous allez trouver un peu tout ce que vous voulez, hein, des schémas avec des higher high, des lower low parfaits, etc. 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 Dans des tendances évidemment qui sont parfaites. Mais c'est juste que ça va à l'encontre de la pensée conventionnelle, hein, ce que je vais vous montrer.
C'est juste que c'est bénéfique de prendre en compte en fait les variations de la structure du marché lorsqu'on souhaite effectuer un trade basé sur la tendance. Donc, par exemple, si vous recherchez un changement de structure, vous allez chercher par exemple un higher high ou un lower low selon ce que vous cherchez. Par exemple, ici, bon, ça fait un peu épaule tête épaule dans l'idée. Bah, ça c'est plutôt un retournement de tendance vers la baisse derrière. Ou alors ici à l'inverse, on va chercher plutôt un breakout après à la hausse. Donc ça c'est juste des outils qui vont permettre d'identifier des tendances, des patterns surtout, et qui vont vous aider euh, à prendre vos trades. Donc là je vous fais un petit exemple. Donc juste en ce qui concerne la surveillance de la structure de marché, ça peut être, ça peut ne pas être très bénéfique en dehors de vos niveaux de trading. Donc par exemple, si vous n'avez pas juste d'idée de trade ou de setup qui se présente à vous, ne regardez pas, ça sert à rien. Vous allez pas, ça va vous donner envie de trader pour pas grand chose, et finalement vous allez vous perdre. Donc être trop agressif avec votre stop loss, évidemment, ça va entraîner une sortie prématurée du trade, et ça va incorporer évidemment l'analyse de la structure du marché dans la gestion des trades qui va vous aider à le gérer de manière plus efficace. Donc là, je vous ai mis un petit exemple. Votre objectif là, ça va être d'identifier les sommets les plus hauts et les creux les plus bas. Donc, je vous laisse quelques secondes si vous voulez pour essayer d'identifier vraiment les higher high et les lower low. Et on va les voir ensemble. Donc c'est parti. Voilà. Donc ici on a une série de sommets qui sont de plus en plus hauts et de creux de plus en plus hauts. Donc je vous ai noté voilà ici par les points verts. Donc à chaque fois, vous voyez, ça, hop, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Donc là, on est dans une tendance haussière. Euh, et on a une rupture. Et cette rupture, elle se produit lorsque le creux il est rompu. Donc une fois que ça se produit, le marché il a tendance à retester le niveau avant de connaître la baisse significative. Donc on peut utiliser évidemment cette structure pour soit clôturer les trades qui étaient en cours, si on était rentré en trade peut-être là-dedans, à la hausse. Au moment donné où on observe ce break et ce retest, on peut se dire que c'est le moment de partir, de prendre ses profits. Ou alors au contraire, si on n'a pas pris de trade, de rentrer à ce niveau-là pour prendre un trade à la baisse et jouer le changement de tendance. Donc malgré voilà les, les imperfections qu'on peut voir, euh, il faut être capable d'identifier toujours la tendance. Donc ici, on est sur le même exemple, c'est le même graphique. Je vous remontre. Cette fois, on va se diriger là-dedans. Hop. Donc là, on est là, et là, c'est juste l'exemple inverse, où on va avoir que des euh, lower low et des higher low. Donc ici, par les points rouges, on est toujours de plus en plus bas. Donc tendance baissière assumée et incontestable. On va parler un petit peu de support et de résistance. Donc les niveaux de support et de résistance, c'est un concept qui est fondamental en trading, évidemment. Donc c'est probablement l'aspect le plus simple de l'analyse du price action, de l'action des prix. Et c'est important de noter que c'est des niveaux qui ne deviennent pas plus forts lorsqu'ils sont touchés plus souvent. C'est de, c'est un mythe. C'est juste qu'il est beaucoup plus visible, mais c'est beaucoup moins fort. Et en réalité, ils ont même tendance à s'affaiblir lorsque les ordres présents à ces niveaux ils sont exécutés. Donc en fait, à chaque fois qu'un qu'un niveau est testé, il y a de moins en moins d'ordres qui sont sur le niveau, et donc il devient de plus en plus faible parce qu'il y a de moins en moins de monde pour résister. Donc là, c'est un exemple. Euh, à mesure que le niveau est testé, les ordres à la vente sont de moins en moins présents. Donc au final, ce qui se passe, il y a juste les acheteurs qui peuvent traverser facilement. Donc attention avec les niveaux qui sont testés beaucoup de fois. C'est pareil ici, il y a aussi des stop loss qui proviennent des traders qui anticipent les breakouts. Donc par exemple, à un niveau de résistance, il y a certains qui vont se placer en ordre d'achat en stop au-dessus. Donc par exemple, s'ils ont une vente à ce niveau-là, ils vont avoir ici un stop pour se protéger. Donc c'est pas rare de voir une chasse ici, hop, là, la liquidité au stop, avant de repartir et de réintégrer le range.
Donc là, c'était l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure ici. L'entrée parfaite, elle est à ce niveau-là sur le retest. Donc on est plutôt, voilà. Ici on a l'entrée parfaite. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que d'abord, on va faire le breakout. On a de suite derrière un retest. Et en rentrant à ce niveau-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on évite de se faire piéger. On évite de se faire piéger ici par un faux breakout et une réintégration. Donc évidemment, il y a beaucoup de choses à analyser ici, hein, on rentre pas à l'aveugle là-dedans en se disant c'est bon, ça reteste, c'est parti quoi. Non, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais qu'on verra pas aujourd'hui. Ce sera plutôt par exemple de l'order flow. Mais l'entrée parfaite, elle est à ce niveau-là. Donc là, c'est plutôt dans la réalité ce qui se passe vraiment. Donc déjà, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de granularité. Et donc en fait, on peut observer un niveau de support que j'ai marqué par le rectangle gris, donc qui est ici. Et après quelques touches, donc lors de la troisième touche, si je dis pas de bêtises, on a donc une première, deuxième, troisième, et après la troisième touche, il n'y a plus beaucoup d'intérêt à ce niveau, et le marché, il peut alors hop là, s'en aller. Donc ça fait exactement comme le niveau, comme ce qu'on a vu précédemment. Donc, pour vous rappeler ici, le retest, alors là c'est à l'envers, mais on a quand même le retest qui arrive. Donc, une touche, deux touches, trois touches, on break, on range un peu dans la zone, on revient tester ici, et après on part. Et là, vous voyez, la structure elle est très intéressante. Pourquoi on pouvait prendre le trade à ce niveau-là? Déjà, on y arrive de manière agressive à ce niveau, donc on est directement en imbalance. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, c'est beaucoup plus important et beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'opportunités quand on arrive sur un niveau de manière agressive. Ici, rejet, on a deux mèches. Rejet, donc les vendeurs ici ne souhaitent pas que ça aille plus haut. Le prix qui redescend, doucement. Hein. Derrière, on a une réagression acheteuse. On n'arrive même pas à atteindre le même niveau et un rejet instantané. Alors là, c'est soit vous avez un peu, un peu couillu, on va dire, et vous prenez le trade là-dedans. Mais bon, le problème, c'est que si vous cachez tout ce qu'il y a ici, peut-être que ça aurait pu faire ça. Donc c'est pas très prudent. Soit vous attendez un peu une confirmation et la confirmation est là. C'est dès qu'on a eu ici ce deuxième rejet, ce gros signe de faiblesse, là vous pouvez prendre votre short sans problème et aller viser plus bas. Donc là c'était vraiment pour vous mettre un peu en pratique. Donc évidemment après on a un autre niveau de support qui est créé, hein, avec ici une touche, deux touches, 3, 4, 5, 6 touches différentes. Donc forcément derrière, il n'y a pas de secret. C'est beaucoup plus faible et ça break facilement de manière très violente. Maintenant on va parler un peu de supply and demand. Donc ça c'est pareil, hein, c'est juste des termes, hein, mais en fait c'est des variations de niveau de support résistance. Donc vous avez peut-être déjà entendu d'autres termes, euh, comme cluster, fail return, ou je sais pas, order block par exemple. Donc il y a beaucoup de spéculations sur pourquoi c'est des niveaux qui fonctionnent ou qui fonctionnent pas. En fait c'est juste des zones. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des zones où il y a des volumes qui ont élevés, qui ont été exécutés dans le passé. C'est juste un endroit où il y a eu du business. C'est tout. Que ce soit order block ou je ne sais quoi. C'est juste il y a eu du volume qui a été exécuté. Donc il y a du business qui est fait à cet endroit-là et c'est intéressant. C'est tout. Donc pourquoi et c'est pourquoi, pardon, surtout vous allez retrouver des niveaux de naked poke. Donc naked poke, c'est des points de contrôle qui n'ont pas été revisités. Donc là, on va passer sur un exemple. Donc là, ça commence à devenir un peu plus complexe, mais vous allez voir que ça reste quand même très facile. On a donc en rouge un niveau de résistance que je vous ai marqué. Donc ce niveau de résistance, il se fait break à ce niveau-là. Je vous ai aussi marqué ici, dans la zone verte, la demand zone, avec ici un volume profile. On va en parler. Donc au lieu de transformer en fait ce niveau en niveau de support, donc à ce niveau-là, hein, il y a le marché qui va le traverser. Donc il le traverse et de manière non brutale, hein, vous voyez, ça se fait vraiment de manière douce, un petit retracement et ensuite on y retourne. Donc là, la résistance est cassée, enfin le support pardon, ici. Donc là, c'est cassé. Donc on peut se dire que le marché ira à la baisse. Donc c'est là qu'on a le naked poke qui rentre en jeu. Et en fait, on a beaucoup de chance quand on arrive ici de faire de continuer à la hausse. Donc là, je vous fais un petit zoom, comme ça on va se concentrer un peu plus là-dessus parce que c'est plutôt important. Donc c'est des situations qui peuvent être un peu délicates. Vous pouvez être classique, qui utilisent les niveaux de support résistance et qui sont entrés dans le marché au niveau de support. Donc en fait, ils vont sûrement se ressentir un petit malaise parce que là, ils ont acheté leur support. Donc ils l'ont acheté ici. Voilà, là où j'ai marqué la classic entry. Donc, ils l'ont acheté ici et finalement, ils sont en train de se faire retourner avec un support qui a break à ce niveau-là. Donc là, ils vont être un peu en malaise. Et surtout que le marché va continuer à baisser après la structure. Et en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le support classique, c'est pas le niveau clé ici. Le niveau clé là, va être ce naked poke que j'ai représenté ici, avec un volume profile. Il va juste revenir. En fait, le marché revient simplement dans une zone où le volume le plus élevé a été exécuté. Et donc, il va trouver la liquidité pour exécuter des acheteurs. Donc, ça se produit en raison de l'empilement des ordres sur le marché. Et ça va remplir les ordres un à un avant de se dépasser par le niveau. Donc, c'est des niveaux qui sont pas toujours extrêmement fiables, hein, comme je l'ai dit, au niveau des supports résistance. Il faut combiner les deux pour avoir vraiment une zone d'action qui est plus, on va dire, qui est plus pertinente. Et vous verrez que si vous tradez ce genre de setup avec du volume profile là-dedans, ça ne démord pas. Ici, votre entrée, elle est
très bien, même si elle peut être un peu inconfortable parce qu'elle n'est pas naturelle. Mais derrière, ça donne des traits qui sont magnifiques. Donc là, je suis vraiment, j'ai survolé vraiment le Naked Poke et c'est vraiment des thèmes d'Order Flow, on va dire, qui sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus avancés. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que sur les niveaux de support résistance, attention, vérifiez bien ce que vous avez en dessous et quels sont les vrais niveaux clés. Alors là, maintenant, je vais vous donner un petit peu des patterns que vous allez pouvoir retrouver sur le marché. Donc là, on va commencer avec le V-Reversal. Donc ça se produit généralement lorsque le marché atteint un niveau clé. Et ça signale plutôt une augmentation significative de l'activité des achats ou des ventes à ce niveau. Et généralement, c'est le marché va connaître une forte baisse, mais au lieu de continuer dans cette direction, il va s'amasser rapidement à la hausse, ou à l'inverse, évidemment. Donc il y a deux types de V-Reversal. Il y a le premier, donc c'est celui que je vous montre. C'est un renversement fort du marché, donc ça va casser de manière violente. Donc c'est un signal fort que là que les acheteurs sont présents. Puisqu'ici on a eu une grosse hausse, ça break ce niveau-là, derrière reteste et on repart. Donc là c'est un niveau acheteur. Après ça existe évidemment en version baissier. Et il y a aussi une autre version, donc c'est une version plutôt faible du V-Reversal. C'est le marché qui rebondit rapidement depuis sa baisse. Et il commence à rencontrer des difficultés une fois qu'il a atteint un certain point où le marché avait précédemment retrouvé une résistance. Donc on va dire que le marché baisse, réversal, mais il struggle, il n'arrive pas à réatteindre ce niveau. Donc ça c'est une version faible. Donc là, deux exemples. Ouais, je suis un peu allé un peu vite. Donc deux exemples. Donc on a deux fois une V-shape, une forme de V que j'ai entourée en rouge. Donc dans le premier scénario, on va avoir un marché qui a cassé son support. Donc il effectue un retest vers une hausse de prix. Et dans la deuxième, donc à chaque fois je vais les représenter par la ligne noire. Et dans la deuxième option, il repart à la hausse, mais il n'arrive pas ici à ce niveau-là à réintégrer le support et finalement on va partir à la baisse. Donc là c'était vraiment juste pour vous illustrer les deux situations en réalité, puisqu'évidemment ce n'est jamais aussi propre que ça, que ce que je vous ai montré ici. Mais vous voyez qu'avec de l'expérience, vous allez pouvoir les repérer rapidement. Ensuite on a le triple taps. Bon, c'est moi qui l'appelle comme ça, mais le triple tap, c'est une structure de top ou de bottom dans lequel le marché va effectuer 3 mouvements avant que des renversements se produisent. Donc ici, si vous regardez le graphique, vous pouvez voir comme le prix ici, donc il effectue 1, 2, 3. Ou ici, 1, 2, 3. En fait, ça vous fait un gros canal. Et en fait, on peut voir qu'on a un mouvement inefficient qui effectue une correction à chaque fois de plus en plus importante avant de faire un nouveau mouvement à la hausse. Donc ça c'est plutôt intéressant. Alors attention, par contre, ça c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir utiliser en trading de suite. Ça va pas être ça va pas vous allez pas pouvoir l'utiliser pour les exécuter de manière indépendante. Donc là c'était pour vous faire un peu plus gros. Donc là voilà, on va avoir des patterns d'exécution. Donc les patterns d'avant, comme je vous l'ai dit, c'est des patterns qu'on va remarquer mais qui vont pas forcément vous servir pour prendre la décision. Là les patterns d'exécution, c'est des patterns qui font référence à la manière dont vous entrez dans un trade. Donc c'est des setups d'action des prix simples qui vont vous aider à déterminer quand trader ou quand sortir d'une position. Donc c'est important évidemment d'avoir un pattern d'exécution parce que ça va vous donner aussi un niveau où votre trade il est invalidé. C'est même plutôt, je dirais, la plus grande, la chose la plus importante à retenir là-dessus. Donc, parce qu'il y a une erreur courante que les gens y font, et quand vous tradez, vous ne prenez pas en compte le contexte. Donc, vous cherchez des patterns de manière répétée sur n'importe quel time frame, etc., sans prendre d'autres facteurs, mais c'est pas du tout une bonne approche. Donc, les patterns sont utiles pour entrer en une position, mais ils ne fournissent pas le contexte complet du mouvement du prix, ni du marché. Donc, pour comprendre le contexte, il faut réaliser une analyse complète du marché, etc., etc. Il ne faut pas se fier uniquement à un pattern. Donc là, on a le cluster. Donc voilà, aussi appelé order block, supply and demand, failure return, peu importe, à ce que vous voulez. Vous l'appelez comme bon vous semble, ça reste la même chose dans tous les cas. Donc c'est des patterns, c'est simplement des niveaux où il y a une quantité de volume importante qui a été accumulée. Donc c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure avec Naked Puck par exemple. Donc ça c'est juste dû à une nombreuse exécutions d'ordre dans le passé. Donc ça va entraîner des mouvements de marché qui vont être forts et inefficients loin de ces niveaux. Et ça va créer des lagas de liquidité qui va briser une structure générale de marché avec des ordres qui sont empilés, qui restent à ce niveau-là. Et du coup, si le marché revit de ses zones, elles seront à nouveau utilisées pour l'exécution et c'est souvent situé, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur des Naked Puck. Donc là, on va revenir un petit peu tout à l'heure, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, voilà, c'est un peu plus détaillé. Donc il y a plusieurs facteurs à prendre en compte lors de l'analyse de ces patterns. Donc la principale attention, c'est ce qui se passe vraiment au sein du cluster. Donc plus précisément dans la zone d'intérêt. Donc ici, ça va être plutôt au niveau donc, du Naked Puck. Donc ici, il y a plusieurs choses importantes à prendre en compte. On va aller voir ensemble, étape par étape. Donc ici, on avait une première résistance à ce niveau-là. Elle a été break. On est reparti à la hausse de manière inefficiente, comme vous pouvez le voir. On a un marché qui a consolidé, mais qui a commencé à former des plus bas. Donc là, on commence à être dans une tendance baissière au sein du range. Donc on peut imaginer, à ce niveau-là, que ce serait peut-être des stops de vendeurs. C'est-à-dire qu'ici, il y a peut-être beaucoup de monde qui se place ici en stop, enfin en short, pardon, et qui mettent leur stop juste au-dessus à ce niveau-là, pour envisager une continuation baissière. Donc ça peut être ça, ou alors justement des gens qui vendent tout simplement. Donc ici, il y a beaucoup de stops. Les gens vendent ici, 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 et ils posent tous leur stop dans cette zone ici. Donc effectivement, le prix continue à descendre. On arrive au niveau du Naked Puck, à ce niveau-là en rouge. On a une grosse bougie ici baissière, dans un premier temps, inefficiente, avec une grosse agression acheteuse.
à ce niveau-là. Donc ici, on peut rentrer en long dans cette bougie avec un stop réaliste à ce niveau-là pour être tranquille. Et derrière, ce qui se passe, c'est qu'on a tous les stops ici qui sont déclenchés un à un, les stops des vendeurs. Donc forcément, ça fournit de l'achat parce qu'ils rachètent leur propre position. Et derrière, on a une grosse impulsion haussière. Ça, c'était un type de trade qu'on peut prendre avec ce genre de setup. Donc là, voilà, je vous ai un peu zoomé la chose, mais globalement, ici, donc là-dedans plutôt, c'est l'endroit où on va pouvoir mettre le stop. Et à partir du moment où on va dire que le trade n'était pas bon, il va falloir sortir. Donc deuxième, si on a le over-under. Donc ça c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, je vous ai montré brièvement, c'est dans l'esprit d'une épaule tête épaule. Mais en fait, au lieu d'attendre la formation du pattern complet ici, on va exécuter le trade sur l'épaule droite. Donc, par exemple, ici, on va exécuter le trade à ce niveau-là, directement. On va pas attendre la totalité du breakout. On va prendre le trade ici, plutôt que d'attendre. Donc, on va essayer d'anticiper. Donc, si vous voulez le trader, une épaule tête épaule, ça va faire un truc comme ça. Voilà, avec la ligne de coup ici. Ici, c'est un peu différent. Vous pouvez voir qu'on a déjà la première épaule qui se forme. Et ensuite, au niveau de la tête et la deuxième épaule, on a un petit break à ce niveau-là avant de remonter à l'intérieur. Donc c'est plutôt ça qui nous intéresse, c'est ce mouvement-là. Et on va rentrer ici au niveau de cette zone-là. Évidemment, ça ne va jamais se passer comme prévu. Ça ne sera jamais au pixel parfait. Donc en fait, ce qui se passe à ce niveau-là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont commencer à rechercher une continuation du mouvement, mais le marché s'inverse. Et une fois que le niveau initial de support résistance est retesté, on va avoir une continuation. Donc c'est presque dû en fait aux traders qui couvrent leur position perdante. Donc si vous avez shorté ou que vous avez acheté à un niveau donc marqué par les liens pointillés là, donc là, donc vous avez acheté ou shorté à ce niveau-là, donc sur la situation, et que le marché est revenu vers vous, en fait vous allez commencer à clôturer votre position, ça va faire monter le marché. Et sous ces niveaux, en fait, il y avait une claire volonté de renversement de ce niveau, de ce mouvement, et du coup, les personnes qui ont suffisamment de force à l'achat ou à la vente pour réaliser ça, vont s'assurer que généralement le marché reste là où il se trouve. Donc maintenant, on va parler des bougies. Donc, comment déterminer son biais grâce au candlestick pattern. Il en existe une multitude. Il y en a à l'infini, en fait, hein, on peut tout lire. Moi, je vous ai présenté vraiment plusieurs patterns bullish, plusieurs patterns bearish. Vous prenez ce que vous voulez. Ça, c'est en fonction de chacun, évidemment. Alors attention, avec les candlestick patterns, ils sont utiles vraiment que lorsqu'ils sont observés sur des périodes de temps qui sont plus élevées. Par exemple sur des graphiques daily, weekly ou même monthly. Parce que si vous regardez ça sur des time frames courtes, bah ça va en fait, vous allez avoir tellement d'informations, vous allez en avoir tout le temps, et finalement, ce ne sera pas le plus pertinent. Par contre, ça peut vous aider à poser un biais, mais ça peut aussi être problématique. Parce que si, voilà, comme je l'ai dit, si vous prenez sur des temps plus courtes, vous allez changer de biais tout le temps, en fait. Donc, faut jamais baser son biais sur des bougies, en tout cas en lower time frame. Évidemment, attention, c'est pas du tout infaillible. Et il faut savoir quand est-ce que ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, donc c'est utilisé sur les time frames qui sont élevés. Ça peut être problématique sur des périodes courtes, et c'est pas infaillible. Et c'est surtout, ce qui est le plus important, c'est qu'il sera rappelé que le trading, c'est pas systématique à 100%. Il n'y a jamais aussi d'ailleurs 100% de win rate sur une stratégie. Donc on va commencer avec la première, la engulf. Donc ici, c'est l'engulf haussier ou baissier, hein, les exemples. Donc pour l'exemple haussier, on a la bougie qui ouvre en dessous, donc à ce niveau-là, de la bougie d'avant de vente, et qui va se clôturer au-dessus. Donc engulf, elle va engouffrer, elle va englober toute la bougie. Et donc c'est pareil ici, pour la vente, ça va englober la bougie d'achat, donc ça veut dire que les acheteurs ici ou les vendeurs ici sont complètement en contrôle. Donc voilà, petit exemple en réalité. Donc là, une première belle... Oula, là je vous ai fait un gros pâté. On a une première belle engulf à ce niveau-là. Donc vous voyez, hein, elle prend bien toute la bougie et elle en prend même 3 avec elle. Donc là, on a vraiment les vendeurs qui ont la main. Et pareil, ici au niveau des acheteurs, la bougie, vous voyez qu'elle a bien englobé toute la bougie vendeuse d'avant. Donc ça peut être des petits patterns sympas à identifier. Après, on a le fail swing. Donc ça fait juste référence en fait à un échec à un certain niveau. Donc ça peut être identifié comme SFP, swing failure pattern ou peu importe. En fait, il y a juste une mèche longue ici par exemple. Donc c'est similaire à un doji et ça peut être identifié ou alors comme une barre à volume élevé aussi. Qui s'étend sur 2 jours. Donc là pour l'exemple, moi j'ai pris un truc simple. Et c'est un set de renversement évidemment. Donc là, à ce niveau-là, on a une sorte de résistance, on va dire. On a des acheteurs qui ont essayé de pousser au-dessus. Grosse mèche, donc ça veut dire simplement que les vendeurs ont rejeté fortement. Et derrière, le prix descend. Puisque les acheteurs n'ont pas réussi à faire monter le prix, c'est le vendeur qui ont la main, on repart. Pareil à ce niveau-là. Et là, c'est arrivé plusieurs fois.
C'est-à-dire qu'on a une première fois ici, une deuxième fois ici, une troisième fois ici. Et on peut même compter ici cette quatrième fois, même si c'est pas un break, parce que on a 4 mèches significatives. Ça veut dire que les vendeurs à chaque fois ils ont poussé vers le bas, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, mais ils n'ont jamais réussi à passer un certain niveau. Donc ici, en l'occurrence, ça veut dire que des acheteurs ont une réponse agressive à ces ventes agressives et ils ont gardé la main et derrière le prix, il est monté. Et c'est pareil à ce niveau-là, à ce niveau-là. Et ça, vous le verrez souvent, par exemple, sur des niveaux clés, c'est très fort. Parce que si vous avez une résistance weekly, par exemple, avec des grosses mèches qui empêchent le prix de passer, vous pouvez être sûr que derrière, vous savez qui a la main et ce qui va se passer. Donc ça, c'est des bougies de renversement, on va dire, ou d'échec. Voilà, donc là, en plus, dans la situation qu'on avait, on avait derrière, en plus, une engulfing. Donc là, clairement, oui, on peut prendre notre trade ici. On entre, alors attendez, là, c'est un peu, oula, j'ai fait des dessins de partout. Dès qu'on voit cette engulfing à ce niveau-là, on peut prendre le trade ici, et l'invalidation, voilà, elle se trouverait à ce niveau-là, euh, en stop, hein, évidemment. Et derrière, on vise les plus hauts. Après, donc on a la inside bar. Inside bar, c'est un peu plus complexe, parce que c'est principalement utilisé pour les personnes qui se concentrent sur du day trading, ou du trading intra-week, par exemple. En fait, c'est juste que la bougie, elle dépasse pas la bougie précédente. Elle est tout simplement englobée elle-même. En fait, c'est une engulf à l'inverse. Elle est englobée elle-même dans la bougie précédente. Et ça vous indique juste qu'en fait, la volatilité, elle est comprimée. Qu'il y a une faible compression de volatilité et ça conduit généralement à une augmentation plus tard de la volatilité. Donc, comment est-ce que ça se trade? En fait, il faut marquer le plus haut et le plus bas d'une asset bar. Et en général, c'est des bougies qui sont de rupture. Donc une fois qu'un côté de l'inside bar est franchi, pas branché, est franchi, ben on va trader la continuation du mouvement. Donc pour aller plus loin, donc là c'est vraiment pour aller plus loin, je vous en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est aussi pour conclure un petit peu ce cours. Il existe beaucoup de choses en trading. Et par exemple, là on a parlé beaucoup de time frame, lower time frame, higher time frame. Il existe aussi beaucoup de graphiques qui sont basés, enfin qui ne sont pas basés sur le temps. Donc c'est des graphiques qui sont uniquement disponibles sur des plateformes de trading avancées. Donc par exemple Syrachart ou ExoChart. Moi personnellement j'utilise Syrachart. Et c'est des graphiques qui offrent de diverses options, comme des graphiques en volume, en tick, en barre de range, en barre Ranko, en bougie, en delta, peu importe. En fait, des variations de prix euh, qui, qui vont donner chacun, en fait, ils vont avoir sa propre méthode de calcul pour analyser les données. Donc par exemple, les barres de volume, elles sont créées avec un volume de transaction prédéterminé. Les barres en tick, ça va être pas basé sur des trades individuels. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je trade sur des graphiques en tick, où chaque transaction, ça va créer une nouvelle bougie pour un nombre spécifié. Par exemple, si je mets un graphique en 1000 ticks, ça veut dire que tous les 1000 ticks, ça me crée une bougie. Donc une bougie égale 1000 ticks égale 1000 trades. Donc il y a aussi des barres de Ranko qui sont créées que pour les graphiques qui sont franchis au niveau un point irréversible. Vous avez des barres de gamme. En fait, vous avez énormément de choses. Le plus important, c'est que vous trouviez, vous, ce qui fonctionne pour vous. N'écoutez pas forcément quand quelqu'un vous dit c'est la meilleure time frame, c'est le meilleur graphique, etc. Ça, c'est pas vrai. C'est sûrement le meilleur graphique pour cette personne-là, mais ce n'est pas pour vous. C'est très personnel comme choix à faire. Et observez, vous devez observer le marché à travers ces différents graphiques pour vous faire votre propre idée. Et ce qui est surtout important, c'est de naviguer sur les time frames, sur les graphiques. Donc par exemple, alors là je vais faire simple, je vais prendre des graphiques horaires, mais par exemple pour quelqu'un qui fait du swing trading, bah lui en général il va avoir des graphiques qui sont en weekly, daily et du H12 par exemple, ou même du monthly, weekly, daily. Et il va quand même devoir naviguer sur les time frames pour voir les tendances et pour avoir ses signaux. Au contraire, quelqu'un qui va avoir du trading intra-week, il va regarder du daily HK 30 minutes. Un intraday sera plutôt du daily 30 minutes et 15 minutes, ou alors du 5 minutes. Ou même s'il veut du graphique qui n'est pas basé sur le temps.
C'est vrai que des graphiques qui sont pas basés sur le temps, c'est quand même plus intéressant sur des personnes qui font du intraday ou du scalping, plutôt que sur du swing trading ou de l'intra-week. En scalping, évidemment, bah, vous allez avoir des graphiques, allez, 30 minutes pour le plus haut, et ensuite 5 minutes, 1 minute, ou même du temps réel. Personnellement, je suis en temps réel hein, sur mes graphiques. Quand je trade bookmap, je suis sur du temps réel, plus Syrah avec du tick. Donc c'est du non basé sur le temps. En fait, ce que vous devez faire, c'est utiliser des graphiques pour utiliser un biais long terme, donc par exemple du daily, et ensuite vous allez avoir deux autres time frames pour, avoir vos setups et vos patterns d'exécution. Donc en général, ce qui est pas mal, c'est d'avoir trois time frames et de vous attacher à elles et de trader qu'avec ça. Pas en avoir 5 ou 6, ça sert à rien, et une seule, c'est peut-être un peu trop faible pour avoir vraiment un contexte complet. Donc, j'espère que ce cours vous a plu sur le price action. J'ai abordé des structures de prix qui sont simples et des modèles d'exécution aussi simples que vous pouvez utiliser. Après, derrière, il faut ajouter des niveaux et des confluences, que ce soit voilà des supports, des résistances, du volume, de l'order flow, peu importe, ça aura beaucoup plus de sens en fait, et ça va vous donner beaucoup plus de précision dans votre trading. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on se fera un plaisir de vous répondre à tout ça, et je vous dis à la prochaine.